Donc je vais vous présenter donc, mes travaux que j'ai effectués ici dans l'équipe CIDRE de stage, sous la supervision de Gilles Guette. Et donc ça porte sur la validation, l'étude du simulateur réseau NS3, alors Network Simulator, NS c'est ce que ça signifie, qui est un simulateur qui est extrêmement populaire en termes de recherche sur les réseaux. Et ici, je l'ai utilisé donc, dans un contexte spécifique, c'est celui des réseaux mobiles ad hoc, qui sont des réseaux qui sont assez challenging à modéliser par ailleurs, d'où l'intérêt de la simulation. Alors c'est un stage que j'ai effectué donc, dans l'équipe CIDRE, plus précisément dans le laboratoire IRISA, entre les deux campus, hein, sur Beaulieu et puis Centrale-Supélec. Vous verrez que les photos d'ailleurs viennent du campus de Centrale, sur une période de 5 mois. Alors, pourquoi s'intéresser particulièrement donc à ce simulateur réseau c'est parce que d'abord, il a une histoire assez riche. C'est un projet qui démarre dans les années 80 à l'initiative d'un académique et qui sera ensuite porté à partir des années 97-2000 par le département de recherche de l'armée américaine qui va développer toute la partie 2 du simulateur et qui va vraiment prendre une dimension mondiale. Et ensuite, dans les années 2000, différentes entités académiques vont rejoindre le projet pour le compléter et donner lieu donc, à ce qu'on a aujourd'hui à la version 3 qui sortira donc, en 2008 de ce simulateur réseau et dont voici tout à droite la liste des membres qui portent aujourd'hui le consortium NS3 et on voit notamment que l'une de nos entités, l'INRIA, en fait partie. Donc c'est un simulateur qui est open source et qui bénéficie de plus de 30 ans de développement et qui a pour ambition, vocation, de simuler l'ensemble des couches réseau, des plus basses à la physique, en passant par les protocoles. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement complet et de riche. Et donc l'objectif de cette présentation, ça va être de prendre un peu de recul sur cet outil. Alors, pourquoi s'intéresser donc au contexte ad hoc et qu'est-ce que c'est en quelques mots? Donc les réseaux ad hoc, ce sont des réseaux qui ne dépendent pas d'infrastructures. Ce sont des réseaux qui sont autonomes, qui sont donc 100% distribués, où chaque nœud va permettre le routage de l'ensemble. Chaque nœud a son importance. Et ils ont la particularité d'être mobiles également, ce qui fait que les routes vont pouvoir apparaître, disparaître, arriver, etc. Ce qui fait que ce sont des réseaux qui sont extrêmement dynamiques. Et c'est des réseaux qui avaient des applications. Donc, initialement, c'est très développé par l'armée, pour tout ce qui est déploiement de réseaux dans des zones où il n'y a pas d'infrastructure. En mer, quand il faut coordonner les frégates, en montagne, etc. C'est utilisé par la société civile, à l'inverse, lorsque l'infrastructure en place n'est plus opérationnelle. Après une catastrophe climatique, un tsunami, un ouragan, lorsqu'il faut déployer des secours sur place, etc. C'est ce type de réseau vers lequel on se tourne, parce que c'est très peu coûteux à mettre en place, et c'est assez mobile, assez dynamique. Et puis c'est des réseaux qui évoluent beaucoup, là, parce qu'on a de plus en plus d'objets connectés, qu'il est intéressant de raccorder d'une manière ou d'une autre, et on voit des applications, alors on entend parler de réseau RENET pour les communications entre véhicules et équipements routiers, SPAN pour les smartphones, mais on peut aussi penser aux réseaux de capteurs qui vont servir à surveiller un volcan, surveiller une forêt, à des endroits où il n'y a pas d'infrastructure, et qui vont comme ça pouvoir de proche en proche communiquer avec une station, avec un réseau de capteurs, etc. Donc on a une grande richesse de sujets de recherche, et on a des objets qui sont, quand il faut simuler un réseau de voitures, ça peut être assez délicat à mettre en œuvre au niveau recherche. Donc c'est là que la simulation apporte vraiment un outil très très puissant pour faire toutes ces recherches-ci. Mais ça pose un problème, un biais, c'est-à-dire toujours difficile de comparer les études entre elles lorsqu'il n'y a pas un simulateur commun d'utiliser ou lorsqu'il n'y a pas forcément tous les éléments de comparaison. Et c'est un peu ce qui fait le succès des NS3 à l'heure actuelle dans le monde académique, c'est que ça sert un petit peu de label au niveau des publications, ça sert un petit peu de référence, et ça donne un peu plus de gage finalement à ce qui est publié. Et donc l'idée de ce travail ici, c'était de prendre un peu de recul et de voir, est-ce que ça suffit en tant que tel à servir de label, ou est-ce qu'il faut quand même être vigilant à certains points, et est-ce que ça peut vraiment permettre donc, de comparer des protocoles qui ont l'air bien en simulation, et est-ce que c'est vraiment transposable dans la vraie vie. Et donc la méthodologie qu'on a décidé de mettre en œuvre avec Gilles, mon encadrant, c'est de comparer des expérimentations réalisées donc, en réel, tout simplement, en utilisant cette fois-ci la technologie Wi-Fi, qui n'est pas réglementée, qu'on peut facilement trouver,
j'utilise pas les ondes militaires, je vous rassure tout de suite. D'utiliser donc la technologie Wi-Fi ad hoc et de la comparer avec des simulations équivalentes, ou le plus proche possible, faites sur simulateur. Et donc pour information, la version que j'ai utilisée, c'était la 3.33. Il faut savoir que l'outil est mis à jour très régulièrement, il y a à peu près une version tous les 3 à 4 mois. Donc c'est vraiment une communauté qui est très très dynamique. Hein. C'est un outil qui est extrêmement utilisé. Alors voici comment se présente une expérimentation, une topologie sur MS3. Donc c'est un outil qui n'a pas d'interface graphique, c'est entièrement en ligne de commande. Et une simulation MS3, comme celle que je vous présente ici, qui est toute simple, avec 2 nœuds en bleu qui vont communiquer avec un canal Wi-Fi, ça prend la forme d'un fichier C++, dans lequel on va voir chaque bloc de couleurs vont permettre de définir la topologie qui est là. Donc on voit en bleu, je crée ici spécifiquement 2 nœuds. En orange, on voit tout le paramétrage Wi-Fi. Ensuite, on va avoir en gris l'ajout à ces nœuds d'interfaces physiques qui vont permettre de communiquer avec le canal que j'ai choisi, donc ici des interfaces Wi-Fi, ainsi de suite. On voit donc en jaune tout ce qui est pile protocolaire. Ça peut être important, c'est là que je spécifie notamment mon protocole de routage. Vous voyez, c'est OLSR ici. Sinon, c'est pas un réseau ad hoc si je n'ai pas un protocole de routage entre chacun de mes nœuds, donc c'est là qu'il faut bien le préciser. On a tout ce qui est PIP, et puis ensuite en vert, on va avoir tout ce qui est simulation d'outils qui vont tourner sur les nœuds. Donc ici, dans ce cas-là, c'est une simple application écho d'un côté et client sur l'autre nœud, qui vont permettre donc, de faire tourner la simulation. Donc voilà, grosso modo, comment ça se présente. Alors avant de vous parler de mon sujet, je vais quand même présenter les précédents travaux du laboratoire, et notamment la thèse de Florian Quentin, en 2017, qui lui s'est intéressé à la coalition entre 2 armées qui souhaitaient mettre à disposition l'une de l'autre leur réseau de communication militaire, donc leur réseau ad hoc. Et donc il s'est intéressé, lui, à la structuration du protocole qui va lier les 2 entités pour pouvoir garder un certain nombre d'informations dans le réseau interne, tout en pouvant échanger avec l'autre réseau de l'allié, de l'unité alliée, qui est opérée par un pays différent. Et il a notamment, dans le cadre de sa thèse, de ses travaux, publié en 2016 un article sur la possibilité ou non de simuler ou d'émuler ce type de cas de figure, d'interconnexion de 2 bulles ad hoc. Et notamment, il avait testé donc NS3 à l'époque, donc en 2016, et il avait observé deux cas particuliers, 2 cas dans lesquels les résultats en réel, avec des laptops, donnaient des choses différentes sur simulation. Donc il y avait deux cas critiques. Il y avait la partie identifiant le réseau avec le SSID qui donnait des détails différents, et puis la partie adressage IP. Et donc la première chose que j'ai vérifiée près de 5 ans plus tard, c'est est-ce qu'avec les différentes mises à jour qui ont été publiées, cette limitation existait toujours dans la version actuelle de NS3. Donc la première chose que je vous présente ici, c'est l'utilisation d'un SSID, donc c'est tout bête. Il s'agit de rajouter quelques lignes de code ici qui vont nous permettre de configurer non plus un canal Wi-Fi, mais 2 canaux Wi-Fi, qui va me permettre d'avoir comme ça 2 nœuds qui sont bien dissociés, qui adressent chacun un canal Wi-Fi distinct, et de faire tourner la simulation. Et c'est vrai que j'ai observé, comme l'avait vu Florian Quentin à l'époque, qu'à l'exécution, on a bien le client qui communique avec le serveur, malgré le fait qu'ils sont sur 2 réseaux différents. C'est le premier problème d'implémentation qu'avait montré Florian. Alors ça, évidemment, en conditions réelles, ça ne se reproduit pas du tout. Ici, on voit que les 3 PC sont apportés les uns les autres sans aucune difficulté. Les machines qui sont dans le SSID OLSR communiquent bien entre elles, elles peuvent se communiquer sans problème. La machine qui est apportée n'est pas du tout capable de communiquer avec les autres à partir du moment où elle ne partage pas l'identifiant réseau. Donc dans la réalité, c'est nécessaire et c'est suffisant pour séparer le réseau. Ça, c'est quelque chose qui, à l'heure actuelle, n'est pas bien implémenté dans NS3. Alors attention sur la partie ad hoc. Sur la partie point d'accès, le SSID fonctionne correctement sur le simulateur. C'est une particularité, mais qui est à noter. Alors, on a insisté un petit peu quand même avec Gilles, mon encadrant, pour essayer quand même de pouvoir simuler cette interconnexion de 2 bulles ad hoc. Donc, on a utilisé une petite astuce dans le logiciel. On a utilisé le fait que ce soit de la programmation objet. En dupliquant ce code, je crée 2 espaces Wi-Fi distincts. Et donc, j'obtiens bien la situation de droite, c'est-à-dire en affectant 2 nœuds dans le premier réseau Wi-Fi,
ils sont capables de communiquer, même chose pour le second. Par contre, la connexion entre les nœuds ne se fait pas, ce qui est normal, j'ai donc une bonne ségrégation. Alors attention, par contre, ici j'ai copié-collé le code, c'est le même, ce qui fait que j'ai la même couche physique, j'ai le même canal, et j'ai la même configuration de MAC, j'ai le même SSID qui est celui par défaut, à savoir la valeur 0. Donc ça, dans la réalité, c'est un seul réseau. Ça marche dans le logiciel parce que c'est de la programmation objet. J'ai deux objets qui ont des implémentations avec les mêmes attributs, mais c'est deux objets distincts. Donc ça nous a permis comme ça d'aller creuser un petit peu davantage dans les manifs. Alors j'ai testé donc l'autre problème qu'avait repéré Florian, qui était l'adressage IP. Donc ici je reprends un seul réseau, j'enlève mes lignes précédentes et je rajoute cette fois-ci un adressage différent pour mes 4 nœuds, ce qui me permet d'avoir 2 nœuds avec un adressage en 10.1.1 comme préfixe, et puis les 2 nœuds de dessous avec un adressage différent. Et j'observe, comme Florian à l'époque, au sein d'un même adressage, sur un schéma qui ressemble à un LAN, on a bien la communication, mais ici on n'est pas du tout sur du LAN, on est vraiment sur du ad hoc, j'ai un protocole de routage entre les deux, on fait vraiment IP. Donc sur un même espace de routage, ça fonctionne bien. Par contre, entre le nœud 0 et le nœud 2 qui ont donc des préfixes différents, là l'implémentation de l'outil ne rend pas compte de la réalité, puisque là encore la communication ne passe pas. Et on voit en bas, en situation réelle, ici j'ai une machine qui est configurée avec un préfixe en 555, on voit le netmask ici, qui peut pinguer sans aucun problème une machine en 777. Donc c'est une limitation qu'il n'y a pas du tout dans la réalité. Donc ça ne veut pas dire que l'outil n'est pas utilisable, mais ça veut dire qu'il faut se placer dans un cas particulier dans lequel on est capable de faire communiquer les choses. Alors voilà pour ce qui était configuration réseau. Alors ensuite, je me suis intéressé donc à la modélisation de la physique. Et donc pour ce faire, j'ai réalisé donc des expériences en réel. Donc en programmant sur 2 PC, sur un PC qui a un serveur de client et un sur 2 serveurs, en programmant donc une socket UDP avec donc un client et puis un serveur Echo qui va me renvoyer tout ce que je lui envoie et qui va en même temps collecter toutes les métriques réseau, à savoir les délais, les débits, etc. Et puis, en parallèle de ça, j'ai un système de suivi GPS qui va me permettre de mesurer les métriques en fonction de la distance entre mon serveur qui va être là-bas dans le point bleu dans le but de foot et puis le client qui lui va se promener le long de la route. Alors voici les 2 manipes, ici, les résultats que j'obtiens en termes de portée sur 2 manipes différentes. Donc on voit à droite sur la photo les trajets. Le trajet bleu, c'est la courbe du haut, le trajet jaune, ici, c'est la courbe du bas. Donc ici, sur ces courbes, ce qu'on voit, c'est le taux de paquets qui me retourne bien, c'est-à-dire côté client, c'est le nombre de paquets que le serveur est capable de m'envoyer en pourcentage. Donc si je me fixe à peu près 50%, on voit que la portée, elle est de l'ordre de 150 mètres. Même chose ici, on est de l'ordre de 170 mètres. Alors après, j'attire quand même votre attention sur la forme des courbes. Elles ont des formes qui sont assez difficiles à reproduire et à expliquer. Et notamment, j'attire votre attention sur le point numéro 1 de la courbe bleue, qui est le point le plus proche du serveur, et qui est pourtant un taux de réussite de réception, un packet delivery ratio, un taux donc, de paquets arrivés de l'ordre de 80%. Et ensuite, on a une qualité qui augmente, un signal qui revient, qui est meilleur quand on recule, et on retrouve ce taux de 80% à peu près à 150 mètres. Donc, entre 50 et 150 mètres, là, j'ai quelque chose d'assez problématique, d'assez curieux. Alors, on a un peu la même chose en bas, avec une forme de courbe aussi qui chute drastiquement au point 3, cette fois-ci sans jamais revenir avec un meilleur packet delivery ratio. Donc ça, pour l'expliquer, il faut regarder les photos. Et ici, voici à droite la photo du point numéro 1. Et alors on voit que du point de vue visuel, ça a l'air d'être dégagé. Mais du point de vue de l'onde électromagnétique, j'ai un poteau, un éclairage public, qui fait que du point de vue de l'onde, là, c'est quelque chose, c'est un miroir, ça réfléchit l'onde. Et donc elle arrive en direct depuis le serveur, et puis elle arrive de manière réfléchie sur le poteau, et là ça me crée une interférence, un déphasage, qui fait que c'est comme si j'avais reculé de 100 mètres. J'ai 20% de paquets, c'est vraiment drastique. Et on n'y pense pas forcément, mais le mobilier urbain a un impact énorme, que ce soit un feu rouge, un lampadaire, un panneau de signalisation. Vraiment, pour les ondes électromagnétiques, tout ce qui est métallique, c'est drastique. Et ça, évidemment, c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir simuler. C'est quelque chose qui est beaucoup trop fin pour qu'on puisse le simuler. Donc il faut rester prudent là en termes de comparaison. Mais l'ordre de grandeur quand même qu'il faut avoir, c'est à peu près 150 mètres en termes de portée extérieure. Même chose sur la photo donc, du point numéro 3. On voit ici, j'arrive ici, je sors du terrain de foot, j'arrive sur le parking et il y a une rangée d'arbres
Et puis donc même chose, arbre et poteau, et donc j'ai cette chute. Et là, comme je recule de manière linéaire, j'ai toujours cette interférence. Alors que là, en suivant la route, je m'éloignais du poteau, j'ai pu remonter en termes de signal. Voilà, pour les petites explications là-dessus. Et alors donc, j'ai comparé ensuite cela avec le simulateur. Donc la première chose qui frappe lorsqu'on modélise la physique sur le simulateur, c'est le nombre foisonnant d'implémentations. C'est extrêmement riche, c'est extrêmement fourni. Il y a 3 classes qui vont gérer tout ce qui est physique, une classe qui va gérer le délai, une classe qui va gérer le débit, et une dernière classe qui va gérer donc, la puissance du signal, ou plutôt la propagation de l'onde, c'est-à-dire l'atténuation du signal en fonction de la distance. Là, je vais vous présenter donc 3 implémentations d'atténuation de signal. La première, donc, dans laquelle on a ici la distance au carré, donc la puissance est inversement proportionnelle à la distance au carré, une seconde avec une distance au cube, et une dernière, donc cette fois-ci, on a une relation logarithmique, c'est-à-dire que ça descend très fort au début, et puis ensuite, l'impact est moindre en s'éloignant. Et donc, je les ai ajoutés, donc en rajoutant ce petit bout de code, là encore, à ma simulation précédente. Donc c'est assez simple, hein, c'est un switch, dans lequel je vais mettre chaque modèle de propagation, et puis j'ai fait le test en gardant la configuration par défaut, et puis j'ai fait ensuite le test en étant le plus proche possible de ma simulation réelle, c'est-à-dire avec la puissance de mes antennes Wi-Fi intégrées, et puis en utilisant du Wi-Fi 2,4 GHz, qui a une portée un peu plus grande que le Wi-Fi 5 GHz qui est proposé par défaut. Et voici donc les portées que j'obtiens sur le simulateur. Donc c'est très disparate, hein. Ça va de 50 mètres jusqu'à 1 km 240, donc très très optimiste. Donc ça montre aussi qu'il faut faire attention avec les modèles, le plus proche étant le modèle en log de distance, hein. On est autour de la centaine de mètres, ce qui est assez proche de ce que j'avais mesuré en réel, même s'il faut faire attention, hein. J'ai des interférences, j'ai du milieu urbain, j'ai des choses qui peuvent interférer, mais c'est juste pour montrer qu'il faut être vigilant parce que dans la documentation, on a les équations, mais on n'a pas de recul sur vraiment ce que physiquement ça représente. Et donc il faut être un peu vigilant parce qu'on peut, sans s'en rendre compte, simuler un Wi-Fi qui porte à 1 km et penser faire de la communication ad hoc avec plusieurs sauts, alors qu'au final il n'y a qu'un seul saut parce que j'ai une portée qui est surestimée. Donc voilà, pour cette partie-là. Ensuite je me suis intéressé donc, au débit. J'ai fait une petite manip, c'est-à-dire que j'ai positionné mon client à 60 mètres du serveur, au milieu du terrain de foot pour être exact, parce que c'est là où le champ est le plus dégagé possible, je ne voulais pas d'interférence. Et cette fois-ci, je me suis amusé donc, à saturer le lien Wi-Fi. Donc j'ai mon serveur Echo qui est en face, là-bas, c'est le rond bleu, et on voit cette courbe ici, donc en bleu, c'est ma courbe réelle, expérimentation réelle. En abscisse, j'ai ce que j'envoie, ce que mon client envoie au serveur, c'est le débit envoyé. Et en ordonnée, c'est ce que le serveur me retourne. Donc on voit bien qu'au début, pas de problème, j'ai une courbe, j'ai une ligne droite, hein, à faible débit. Le serveur est capable de me retourner l'ensemble des données que je lui envoie. Et puis on voit qu'assez vite, on arrive à un plateau, hein, à partir de, je crois qu'on est au-delà de 50 000 on est en bits par seconde. On commence à arriver à un plateau, les délais augmentent, j'ai les paquets perdus, etc. Et puis je sature complètement le lien qui arrive à être congestionné. Au bout d'un moment, il est incapable de me donner plus que ce que je lui envoie. Donc ça, c'est une manip que j'ai essayé de reproduire avec le simulateur. Et là, j'ai 2 courbes à vous présenter. La première en orange, qui est par défaut. Je laisse les choses telles que propose le simulateur d'emblée. Et j'obtiens la courbe orange, c'est-à-dire qu'à ce niveau de charge, je n'arrive jamais à saturation. Je ne suis pas en capacité de saturer le lien. Donc peut-être que le plateau existe, mais il n'est pas accessible dans cette gamme-là. Par contre, si je rajoute manuellement un cap, un plateau, un maximum ici en débit, j'obtiens la courbe grise, qui là est très très proche de ce que j'ai obtenu en réel. Donc c'est assez bluffant. Et là encore, hein, ça montre que cette richesse d'implémentation, ça permet vraiment d'atteindre des choses qui sont très très fines. Par contre, attention à la mise en œuvre. C'est assez complexe, il y a beaucoup d'implémentation, il faut vraiment faire la part des choses. Donc il faut être assez vigilant avec l'utilisation de ce type d'outils. Et puis donc, pour conclure, j'ai testé de réaliser une simulation complexe. Cette fois-ci, je la simule uniquement, je ne la réalise pas en réel, hein, en ayant un peu acquis des compétences sur le simulateur. Et je voulais voir si je pouvais vraiment interconnecter 2 réseaux ad hoc. Si j'ai des points en bleu qui vont représenter un module ad hoc, et puis des points en rouge qui vont, eux,
représenter un autre réseau ad hoc. Et puis je vais essayer, c'est comme si je déployais deux réseaux dans un espace, et puis j'ai envie d'essayer de les connecter, et je me demande combien j'ai besoin de nœuds comptants pour connecter ces deux réseaux. Donc ce sont les nœuds verts, ils ont une carte Wi-Fi dans chacun des réseaux ad hoc, et ils vont me servir de pont. Donc en fonction de leur position, ils vont être capables ou non de reléguer le signal, donc c'est pour ça que je peux en avoir besoin de plus, et puis tout ça c'est mobile, donc la contribution de chaque nœud va être vraiment assez aléatoire en fonction du temps. Et donc ce que j'obtiens, c'est la courbe de droite. Ici, en abscisse, je fais varier le nombre de nœuds verts, le nombre de nœuds comptants. Ici, le nœud numéro 2, pour envoyer un paquet au nœud numéro 13, est obligé de passer par un nœud comptant pour pouvoir aller sur l'autre réseau. C'est important parce qu'on peut imaginer que sur un déploiement militaire, par exemple, j'ai un nœud vert qui prend une mine, il faut être sûr qu'il y a de la redondance, qu'il y a un autre chemin, etc., qui puisse se calculer facilement. Et donc c'est un peu ce que j'ai mesuré ici à droite. On voit que les trois premiers nœuds apportent une connectivité d'à peu près 20% à chaque fois. Et puis ensuite, je commence à atteindre à peu près un plateau. Les nœuds suivants apportent de la redondance, mais moins de performance, moins de connectivité. Ils sont déjà relativement reliés. Donc ça prouve ça, qu'on est capable, avec ce simulateur, de faire des choses assez intéressantes. Ici, j'ai une portée de plusieurs kilomètres, j'ai 2 km de large. Donc on peut définir un espace très très variable. On peut définir un nombre de nœuds extrêmement riches, extrêmement variables aussi. Et on peut vraiment s'amuser, si je puis dire, à faire des simulations extrêmement complexes. Et là, on voit tout de suite l'intérêt de l'outil. C'est quelque chose qui serait très très difficile à mettre en œuvre pour décider combien j'ai besoin de nœuds comptants dans mon réseau, là, sur ce théâtre d'opération, etc. Alors là, par contre, j'attire votre attention sur une chose, c'est la gestion d'aléatoires. Parce que à chaque fois qu'on utilise des nombres aléatoires, il faut être extrêmement vigilant. Et là, notamment, les déplacements des nœuds est complètement aléatoire. NS3 par défaut me propose une cible unique. Ce qui fait que quand je joue plusieurs fois le même scénario, le même fichier, j'obtiens les mêmes déplacements. Donc ça permet vraiment de comparer les choses. Donc ça me donne des choses reproductibles. Vous voyez ici, dans mon scénario numéro 1, lorsque je le fiche à un temps donné, j'ai les mêmes positions que dans mon scénario numéro 4, où cette fois-ci j'ai 3 nœuds verts, alors que sur ce vidéo, je n'en avais pas. Donc je change la configuration, mais j'ai quand même toujours les mêmes déplacements. Donc ici, je peux comparer les choses deux à deux. Attention par contre, parce que si je change la topologie, si je rajoute un seul nœud, ça décale toutes mes distributions aléatoires, et puis ce qui était un abscisse devient un ordonné, et puis j'ai quelque chose qui est plus du tout, en termes de connectivité, identique. Donc là, il faut être extrêmement prudent, parce qu'on peut assez facilement avoir l'impression, avec cette seed unique, qu'on fait quelque chose de propre et de reproductible. Il faut être très très vigilant, la moindre modification de topologie va chambouler la distribution. Et donc pour l'illustrer, je vous présente ici deux publications qui traitent de la même chose, à savoir ces deux publications traitent de différents protocoles de routage en fonction de la mobilité. Donc en abscisse, j'ai la mobilité, plus les nœuds bougent, plus les protocoles vont devoir reconstruire les routes, parce qu'elles vont casser, les nœuds vont s'éloigner, etc. Donc, plus les protocoles de routage vont être soumis à rude épreuve. Donc on voit ici les courbes qui, grosso modo, baissent en fonction de la mobilité, ma connectivité, c'est-à-dire le nombre de paquets délivrés avec succès, ici en abscisse, tend à diminuer. Et ce qui m'intéresse sur cette courbe, c'est les deux approches. À droite, j'ai une étude statistique. Donc le chercheur ici fait plusieurs scénarios, il calcule une moyenne et il affiche des barres d'erreur. À gauche, le chercheur utilise un seul scénario, semble-t-il. J'ai pas de barre d'erreur, et puis j'ai un comportement qui est très bizarre avec des courbes qui se croisent. Et ce qui m'intéresse, c'est de regarder le point 0, parce que j'ai pas de mobilité. Donc j'ai des nœuds qui sont statiques. Donc s'ils sont apportés, les algorithmes de routage vont les trouver. D'accord ? Je peux avoir des différences entre algorithmes en termes d'overhead. Donc c'est la charge que l'algorithme fait peser sur le réseau. Plus l'algorithme construit les routes rapidement, plus il a besoin aussi d'échanger des paquets. Donc je peux avoir des différences en termes d'overhead. Je peux avoir des différences en termes de délai, puisque si j'ai un algorithme qui cherche la route à la demande, je vais avoir une découverte qui va faire que le premier paquet il va mettre beaucoup de temps à arriver. Par contre, en termes de connectivité, là, sur le graphe de gauche, on voit qu'au point 0, j'ai 10% d'écart. Ça veut dire que dans un des cas, j'ai 10% des machines qui ne sont pas accessibles. Donc là, ça laisse penser que le chercheur qui a fait cette étude s'est pensé utiliser une cible unique, et finalement, il a joué deux scénarios différents. Ce qui fait que les points ne sont pas au même endroit, et donc du coup, ça devient assez difficile de comparer les choses. Ici, j'ai que deux algorithmes de routage. S'il avait fait comme l'autre étude qu'il en avait aimé plus, j'avais 3-4 scénarios, ça pouvait vraiment devenir très très difficile à analyser, quoi.
Donc c'est pour ça qu'il faut être assez vigilant. D'autant que je le rappelle, c'est un outil qui est entièrement en ligne de commande. On n'a pas la vue sur ce qui se passe pendant la simulation. Et c'est quelque chose qu'il faut demander spécifiquement. À la fin du fichier, il faut demander les traces. Il faut aller voir ensuite les coordonnées de chaque point à chaque seconde dans le temps. Donc c'est vraiment un travail qui nécessite d'être vraiment méticuleux parce qu'on peut vite faire des erreurs sans s'en rendre compte, en pensant que finalement cette seed unique, elle nous protège, elle rend les choses reproductibles, ça permet de s'affranchir finalement d'une étude statistique. Mais ça dépend des cas, il faut être vraiment vigilant, la moindre variation de topologie, ça va faire vraiment un décalage important, d'où l'importance de publier les codes pour pouvoir avoir en tant que relecteur un peu de critique, un peu de poids sur ce qu'on est en train de se voir présenter. Voilà, donc j'en arrive à la conclusion, à savoir que le projet NS3 donc, est extrêmement riche. C'est vraiment quelque chose, un outil qui est vraiment très très performant. Mais alors, vous l'avez vu, attention, il y a quelques erreurs d'implémentation. La logique réseau n'est pas toujours parfaitement respectée. Il faut toujours avoir un peu de recul là-dessus. Et par contre, il est très riche et il peut être extrêmement précis. Mais là encore, si c'est bien compris, bien manipulé, et c'est pas forcément simple parce que la documentation est assez inégale sur ce point. Donc c'est vrai qu'il faut prendre un peu de recul, toujours avoir les codes. Si on n'a pas les codes, au moins les paramètres. Et si on n'a même pas les paramètres, que les courbes soient vraiment expliquées de bout en bout, qu'il n'y ait pas de choses qui soient inexplicables, qui sortent un peu de nulle part, parce que ça peut cacher une incompréhension finalement de l'outil de simulation qu'il y a derrière. Et puis donc bien sûr, modification à la volée de la topologie, pareil, avec notre distribution statistique, c'est pas possible à ce moment-là. On peut utiliser d'autres types de déplacements. Il est possible de jouer des scénarios de déplacement, d'injecter dans le simulateur des coordonnées pour que les nœuds se déplacent. Voilà. Par contre, la grande force, c'est qu'on est capable de simuler des choses vraiment qui sont extrêmement riches, et ce, avec des coûts humains, matériels qui sont vraiment extrêmement modestes. Donc ça reste très 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 puissant, et ça en fait un outil de référence, mais pas un outil qui à lui seul labellise les résultats. Voilà pour la conclusion. Et puis évidemment, en termes de perspective, ça c'est un choix de laboratoire, mais c'est vrai que si le laboratoire souhaite intensifier sa compétence dans l'outil, ça vaudrait le coup effectivement de faire une revue de code, d'aller chercher pourquoi l'implémentation n'est pas parfaitement respectée, ce qui faut être modifié, et puis en faire bénéficier la communauté. Voilà, merci pour votre attention.